France Info et France 24 présentent Bonjour, la Russie montre les dents. Pendant que l'Europe regardait du côté de la Pologne et la Biélorussie, Moscou massait des troupes à la frontière ukrainienne. C'est du moins le constat fait soudain par l'OTAN et les États-Unis. Faut-il craindre une recrudescence des combats, voire même une invasion russe, comme l'affirme Washington, dans cette région d'Ukraine, le Donbass, où déjà près de 13 000 personnes ont péri depuis 2014 ? On va tenter d'y répondre dans ce nouveau numéro du Monde dans tous ses états, votre rendez-vous géopolitique sur France Info et France 24. Avec vous, Tatiana Castoué-Vajan, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse, vous dirigez le centre Russie NEI à l'IFRI. Mais d'abord, Claire Giroux, dites-nous donc comment en est-on arrivé là ? Eh bien parce que l'Ukraine est un pays qui est coincé entre deux blocs. On le voit très bien sur cette carte détaillée. Donc l'Ukraine partage une longue frontière avec la Russie ici à l'est, qui fait environ 1500 km. Et puis à l'est, une autre frontière presque aussi longue de 1300 km avec l'Europe. Donc c'est un territoire qui est de tout temps sous tension. Déjà en 2014 avec la Crimée, l'annexion de la Crimée ici en grise. Et puis ces territoires contestés du Donbass sur lesquels il y a toujours des conflits armés actuellement. Le bilan des courses, c'est que le territoire a perdu 7% de sa superficie, la superficie qui est passée d'environ 600 000 km² à 576 km², qui a perdu également 1/5 de sa population depuis l'indépendance du 24 août 1991. Néanmoins, ça reste l'un des pays les plus peuplés d'Europe, avec 45 millions d'habitants. À noter que l'Ukraine ne fait ni partie de l'Europe ni de l'OTAN. Et cette guerre qui se prolonge à bas bruit aux portes de l'Europe menace de repartir de plus belle. Le sujet est si grave que Joe Biden et Vladimir Poutine ont dû convoquer un échange au sommet par visioconférence 2 heures durant. Un épisode digne de la guerre froide que nous résume Antoine Casabonne pour France Télévisions. Quelques sourires et échanges d'amabilité. C'est bon de vous revoir. En visioconférence, Joe Biden et Vladimir Poutine affichaient un ton léger et pourtant l'échange était tendu. 2 heures de pourparlers afin d'éviter un conflit armé en Ukraine. Résultat, selon un communiqué de la Maison-Blanche, Joe Biden a fait savoir à Vladimir Poutine que la Russie s'exposerait à de fortes sanctions, entre autres économiques, en cas d'escalade militaire en Ukraine. Washington et l'OTAN accusent la Russie de masser des troupes à la frontière ukrainienne en vue d'envahir le pays, à la manière de l'annexion de la Crimée en 2014. Selon les services de renseignement américains, 95 000 soldats russes se trouvent déjà aux portes de l'Ukraine, un chiffre qui pourrait atteindre 175 000 dès l'année prochaine. Le but, faire pression sur l'Ukraine pour l'empêcher de rejoindre l'OTAN. Durant l'entretien, Poutine a demandé des garanties sur le non-élargissement de l'alliance occidentale vers l'Est. Au centre du conflit, le gouvernement ukrainien, qui exprime sa vive inquiétude. Je ne crois pas que la Russie ait quelque chose à gagner en Ukraine, car ce serait un massacre vraiment sanglant. Et les Russes rentreront, eux aussi, dans des cercueils. Un message fort pour obtenir des soutiens partout dans le monde. À l'issue de l'entretien, Joe Biden, à qui l'on reproche de faire trop souvent cavalier seul, a téléphoné à ses homologues européens, dont le président Emmanuel Macron, afin de maintenir un contact étroit avec ses alliés. Des alliés européens étroitement associés, au diapason même des États-Unis sur cette question. C'est important qu'ils parlent d'une même voix face à la Russie. Tatiana Castoué-Vajan. En tout cas, depuis le début, depuis 2014, les Occidentaux considèrent que c'est l'Occident dans l'ensemble et la sécurité du continent européen qui sont menacés. Donc, ils ont cherché une réponse commune. Au début, les sanctions ont été mises en parallèle par les États-Unis et par l'Union européenne. Ensuite, les États-Unis ont mis plus de sanctions, donc il y a un certain décalage aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a mis comme sanctions ? Avant tout, les sanctions individuelles, ciblées, c'est-à-dire il y a une liste des personnes qui sont interdites d'entrer sur le territoire de l'Union européenne et des États-Unis et interdit aussi d'avoir des comptes dans les banques européennes. Il y a aussi une série de sanctions financières et économiques, par exemple sur les technologies à usage dual ou les technologies qui permettent le forage. On sait que la Russie est très dépendante de la rente énergétique, mais les sanctions ont aussi des limites. On peut en reparler. Et oui, on va en reparler dans la suite de cette émission. En tout cas, près de 100 000 soldats russes auraient été regroupés ces derniers temps à la frontière avec l'Ukraine. Mais dans quel but, Tatiana Voloshin, vous qui êtes pour France 24 à Moscou ?
Eh bien Raphaël, il s'agit avant tout pour la Russie de montrer les muscles, chose qu'elle fait régulièrement en amassant des troupes à la frontière avec l'Ukraine depuis que le conflit est entré dans une phase larvée. À chaque fois en fait qu'elle a eu besoin d'appuyer un round de négociations politiques en brandissant la menace militaire. Cette fois, la menace est à la hauteur du message que veut envoyer Vladimir Poutine à l'Ukraine et à l'Occident. Et pour cause, il considère que sa ligne rouge, à savoir l'entrée possible de l'Ukraine dans l'OTAN, peut désormais être franchie. Alors Moscou ira-t-elle jusqu'à envahir l'Ukraine? Nombreux sont ceux qui considèrent que cette question est mal posée puisque des troupes, des officiers et des mercenaires russes y sont déjà depuis 2014. La question est surtout de savoir si Vladimir Poutine mènerait une attaque ouvertement en Ukraine alors que depuis le début, la Russie mène une guerre hybride et cache son rôle. Dans tous les cas, ici à Moscou, tous les analystes s'accordent à dire que Vladimir Poutine n'aurait pas intérêt à faire cela du fait des sanctions encore plus dures et de l'isolement encore plus fort auquel il exposerait son pays. Dans tous les cas, le bruit de bottes à la frontière ukrainienne a eu au moins pour effet, escompté par Vladimir Poutine, d'amener l'OTAN et les États-Unis à considérer la position de Moscou. Et il est probable que tant que ces négociations auront lieu, eh bien, la Russie ne se décidera pas à envahir directement et ouvertement l'Ukraine. Vous non plus, Tatiana Castoué-Vajan, vous ne croyez pas au risque d'invasion de l'Ukraine par la Russie? Je ne crois pas. D'une part, jusqu'à présent, avec ce qu'on a vu, avec l'annexion de la Crimée, la guerre à l'est de l'Ukraine, on a vu plutôt la Russie procéder par surprise stratégique et pas avec les annonces de tambour où on donne quasiment la date de l'invasion. On parle aujourd'hui de fin janvier, quand les routes gelées vont permettre aux chars d'avancer. J'essaie de réfléchir aux risques et aux opportunités. Les risques sont énormes. Il y a de nouvelles sanctions, forcément, qui seront annoncées. Le Nord Stream 2, ce gazoduc qui relie la Russie à l'Allemagne va se retrouver à nouveau en péril, alors que la Russie a eu beaucoup de difficultés à obtenir la fin de sa construction. Et ensuite, on peut imaginer les différents scénarios, par exemple la déconnexion du SWIFT, qu'il y a quelques années, Dmitri Medvedev, ancien président russe, avait dit que ce serait considéré comme une déclaration de guerre à la Russie. Donc les risques sont énormes. Par ailleurs, les partis qui sont séparatistes, de fait, sont déjà extrêmement liés à la Russie. Il y a les passeports russes qui ont été distribués, les entreprises ont l'accès au marché russe, etc. Aller envahir la partie qui est sous le contrôle des autorités centrales de Kiev, c'est une autre paire de manches. Là, on serait dans un cas d'occupation qui, à mon avis, ne serait pas réaliste et durable. Ce que veut, semble-t-il, le Kremlin, l'assurance que l'Ukraine ne rejoigne jamais l'OTAN. Peut-il les obtenir, ces garanties, Vladimir Poutine? C'est extrêmement difficile. Il y a vraiment deux concepts là qui se contredisent. D'une part, dans la Charte de Paris, il est marqué que chaque pays souverain a le droit de choisir ses alliances et la façon dont il va assurer sa sécurité. C'est exactement ce que dit l'Ukraine. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'Ukraine a aujourd'hui dans sa constitution un amendement qui a été validé et qui dit que l'Ukraine vise l'adhésion à l'OTAN et à l'Union européenne. D'autre part, vous avez la Russie qui dit non, l'adhésion aux alliances des voisins qui se sentent menacés dans ce cas-là, c'est quelque chose qui est impossible. Et donc, depuis l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir, en vérité, même avant, même sous Yeltsin, en vérité, c'est le point. La Russie ne souhaite pas l'élargissement de l'OTAN vers ses frontières. Elle estime même que l'OTAN, en tant qu'alliance militaire, aurait disparaître en même temps que le pacte de Varsovie. Et donc, je pense que Vladimir Poutine cherche comme héritage politique, à part l'annexion de la Crimée, de laisser aussi cette garantie de non-élargissement de l'OTAN et de non-installation des équipements militaires à ses frontières. En parallèle, l'OTAN ne semble pas pressé de donner une date à Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui à plusieurs reprises cette année a souhaité rejoindre le plan d'action pour l'adhésion. C'est l'étape préalable, l'adhésion en bonne et due forme à l'Alliance Atlantique. Il y a eu une promesse de principe, en quelque sorte, qui a été donnée au sommet de l'OTAN à Bucarest en 2008, que l'Ukraine, mais aussi la Géorgie, aller rejoindre l'OTAN. Ça s'est traduit 4 mois plus tard par la guerre éclair de la Russie en Géorgie. Tout à fait, absolument. Donc il n'y a pas de date précise. Et entre les alliés de l'OTAN, il y a aussi certains désaccords. La France et l'Allemagne, notamment, sont beaucoup plus réticentes que d'autres pays d'accueillir l'Ukraine au sein de l'OTAN, tout en sachant pertinemment qu'il y aura des soucis avec la Russie derrière.
l'adhésion à l'OTAN. Une perspective qui semble en tout cas bien lointaine aux habitants du Donbass. Ceux qui vivent le long de la ligne de front n'ont que la guerre comme perspective depuis 7 ans maintenant. Leur évoquer une invasion de la Russie leur paraît tout aussi incongru, eux qui côtoient au quotidien des combattants séparatistes dont un nombre non négligeable ont la nationalité russe. Illustration dans la ville d'Advika avec Gulliver Krag et Elena Voloshin pour France 24. L'usine à charbon d'Avdiivka a maintenu la ville ukrainienne sur la ligne de front à flot tout au long de la guerre. Ici, on préfère d'ailleurs ne pas parler du conflit. J'essaie de ne pas regarder les nouvelles. La vie est assez dure comme ça. Pourtant, le sud de la ville est dévasté par les combats. L'armée ukrainienne tient ses positions dans les usines en ruine. Ici, les échanges de tirs sont quasi quotidiens. L'ennemi est à moins de 100 mètres. Ils n'ont pas de suite dans les idées. Ils peuvent tirer n'importe quoi, n'importe quand. Pour cet officier, la question d'une invasion de l'Ukraine par la Russie est caduque. La Russie est déjà en territoire ukrainien. A-t-on besoin d'autres preuves lorsqu'on capture un prisonnier de guerre et qu'il a un passeport russe? Pourtant, ces soldats ne s'attendent pas à une escalade majeure. Ils disent sans arrêt qu'il va y avoir une attaque, que les Russes amassent leurs forces. C'est pour ça que je n'y crois pas. Ils subiraient de trop grosses pertes. Voilà ce qui se passe sur le terrain, Tatiana Castoué-Vajan. À l'inverse, Vladimir Poutine a plusieurs fois mis en garde en cas de retour de la frontière orientale sous le contrôle de Kiev. Un massacre serait possible des séparatistes pro-russes par le pouvoir ukrainien. Ce danger, il existe d'après vous? C'est un discours qu'on a vraiment beaucoup entendu en 2014-2015. C'est un discours qui a précédé l'annexion de la Crimée et ce qui s'est passé à l'est de l'Ukraine. Et la propagande russe y met énormément l'accent. Ce que je vois en Ukraine pour y aller régulièrement, c'est que les gens souhaitent avant tout de la paix. Quand vous pensez à l'élection de Vladimir Zelensky, il a été élu avec un discours de la paix et pas de la guerre. Il a promis d'amener la paix dans le Donbass. C'est une autre paire de manches qu'il n'y arrive toujours pas. C'est vrai qu'il y a eu aussi des incidents comme l'incendie à la maison des syndicats à Odessa. Et l'enquête sur cette affaire n'avance toujours pas. Mais je ne crois pas un instant au massacre que l'armée ukrainienne pourrait organiser. En revanche, le discours sur la défense du territoire national, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale, il est extrêmement fort. Le sentiment nationaliste en Ukraine, il est fort aussi. Le sentiment national, pardon. Et depuis bientôt 8 ans maintenant, avec la guerre qui déchire l'Ukraine, certains prennent le parti d'en rire. C'est le cas du chanteur et réalisateur Sergueï Farfora. Sa vidéo Bandera réalisée lors de l'annexion de la Crimée a déjà recueilli près de 4 millions de vues, voyez. Европа была, будет Россия, и я, и стоп! Знай, Україна є і буде Європа! Et c'est déjà la fin de la première partie du Monde dans tous ses états. On se retrouve dans un instant, juste après un journal sur France 24. France Info et France 24 présentent Suite du Monde dans tous ses états, on continue à analyser la crise aux portes de l'Europe en Ukraine avec vous, Tatiana Castoué-Vajan, chercheuse, directrice du centre Russie-NEI à l'IFRI. Si l'Ukraine fait tant trembler l'Europe, c'est bien sûr parce que l'adversaire n'est autre que la Russie, puissance redoutable et redoutée, mais aussi Claire Giroux, car l'Ukraine est le lieu où transite le gaz russe. Oui, le gaz est clairement au cœur des tensions. Il s'agit d'un gaz russe qui va donc alimenter l'Europe et qui va transiter par l'Ukraine. Pour vous donner un ordre d'idée en proportion, c'est donc
1/5 du gaz destiné à l'Europe qui transite par l'Ukraine, ce qui représente évidemment une grosse quantité d'argent pour l'Ukraine. C'est ce que l'on appelle le droit de péage. Depuis 1991, depuis l'indépendance, c'est en permanence un sujet de conflit. Et bien sûr, avec l'annexion de la Crimée, les choses ne se sont pas arrangées. Nouveau revers aujourd'hui avec donc la construction d'un pipeline. C'est un pipeline qui a été construit donc en mer Baltique. Et donc, il va permettre de relier directement la Russie à l'Allemagne. Et donc, ce sera un manque à gagner important pour l'Ukraine qui devrait perdre près d'1 milliard d'euros. L'Ukraine, Tatiana Castouévajan, vit dans la dépendance au gaz russe à travers ce droit de péage. C'est quelque chose qui est important, le droit de... Nous, les experts, on parle plutôt des droits de transit. En effet, avant la conclusion du dernier accord qui a été prolongé de 5 ans sur le transit, l'Ukraine gagnait à peu près 3 milliards de dollars par an avec ce droit de transit. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins. Le président Zelensky a dit que c'est 7 milliards de dollars que l'Ukraine allait gagner en 5 ans, donc la durée de ce nouveau contrat. C'est donc quelque chose qui est important pour l'économie ukrainienne, c'est une économie endettée, qui a ses fragilités, qui a aussi quelques atouts, mais néanmoins, les Ukrainiens ne voudraient pas perdre, en effet, cette source de revenus au point où, lors de la crise énergétique récente, ils ont proposé 50% de remise sur les droits de transit à la Russie, que la Russie n'a pas pris. L'Ukraine dépendante du gaz russe, l'Europe aussi évidemment, puisque c'est le client final. Des pays comme l'Allemagne ont même intérêt, d'après vous, à négocier directement avec la Russie en cherchant des voies de contournement du territoire ukrainien, comme ce gazoduc Nord Stream 2. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est quand on parle de la construction du gazoduc Nord Stream 2, il ne s'agit pas d'augmenter les volumes du gaz qui est livré à l'Europe, mais il s'agit de diversifier les voies. Depuis plusieurs années, la Russie cherche à se débarrasser de ce transit via l'Ukraine, qu'elle estime être un partenaire au début instable, aujourd'hui simplement hostile, et donc elle ne souhaite plus payer l'Ukraine pour cela. Et c'est pour ça que le Nord Stream 1 a été construit et le Nord Stream 2 est quasiment fini, mais pas encore certifié, et qui doit porter à 110 milliards de mètres cubes le volume total qui sera livré donc par ce gazoduc si la deuxième tranche, le deuxième tracé est mis en ligne. Un projet que se dit prêt à remettre en cause le nouveau gouvernement allemand d'Olaf Scholz. L'Allemagne peut-elle y renoncer? Ça aurait quelles conséquences pour Berlin? Je dirais que l'Allemagne, depuis le début, a une position très intéressante, voire ambiguë sur le sujet. Angela Merkel a dit à plusieurs reprises que c'est un projet privé, purement économique. Or, on voit très bien que c'est un projet qui a une portée politique et géopolitique. L'Allemagne a été finalement très cohérente jusqu'au bout. Angela Merkel a défendu ce projet et le deuxième tracé, il faut le dire, c'est déjà après l'annexion de la Crimée que ça a été discuté avec les Russes. Probablement, dans la tête des Allemands, c'est un moyen de rattacher la Russie à l'Europe, de renforcer les liens, de la stabiliser aussi via ce moyen-là. Aujourd'hui, je ne vois pas, en dépit du discours, évidemment, qui est lié à la présence des troupes russes à la frontière, la nouvelle ministre des Affaires étrangères semble mettre en cause le projet, alors qu'en réalité, avec sa politique énergétique et climatique, l'Allemagne, qui ne veut plus de nucléaire, qui ne veut plus de charbon, finalement a besoin du gaz russe. Et en vérité, depuis 2014, les livraisons du gaz russe en Europe ont même augmenté. On le voit bien en tout cas derrière la relation entre la Russie et l'Ukraine. Un autre acteur est omniprésent, c'est l'Europe, n'est-ce pas? Jean-Gaspard Hutto-Bouquet pour France Télévisions à Bruxelles. Eh bien, ici à Bruxelles, la situation à la frontière ukrainienne est jugée extrêmement préoccupante. Les 27 chefs d'État et de gouvernement y ont d'ailleurs consacré une grande partie de leur sommet cette semaine. Et à l'issue de leur discussion, eh bien, ils ont mis en garde Vladimir Poutine. Si la Russie intervient en Ukraine, elle s'exposera à de lourdes conséquences. Un avertissement commun de l'Union européenne et de l'OTAN. Depuis le début de cette escalade militaire, les Européens font preuve d'unité sur le sujet et ils privilégient la dissuasion. Ils ont donc reconduit les sanctions qui sont déjà en place depuis 7 ans, depuis l'annexion de la Crimée, et ils menacent d'en prendre d'autres. Et en même temps, ils continuent de poursuivre la voie diplomatique. Emmanuel Macron a rencontré le président ukrainien ici à Bruxelles en compagnie d'Olaf Scholz, le nouveau chancelier allemand, et tous trois se sont mis d'accord pour reprendre le dialogue avec Vladimir Poutine, mais qui lui préfère discuter avec les États-Unis. La situation reste donc très instable.
Jusqu'où, d'après vous, l'Europe est-elle prête à aller, Tatiana Castoué-Vajan, pour défendre l'Ukraine face aux prétentions de la Russie? On voit, y compris Paris, qui commence à rouler un peu les épaules face à ce risque russe. On a rappelé au début, l'Ukraine n'est pas membre ni de l'Union européenne ni de l'OTAN. Ils sont demandeurs, mais ils ne sont pas membres. Donc on n'ira pas faire la guerre en Ukraine pour défendre l'Ukraine au titre de l'article 5 du traité de l'OTAN. Oui, la solidarité envers l'un des membres attaqué, qui vaut évidemment pour engagement de l'ensemble des membres. L'attaque contre l'un est considérée comme l'attaque contre tout le monde. On n'en est pas là avec l'Ukraine. Donc ce qui va se passer, c'est ce qu'on a vu depuis 2014 finalement, de nouvelles sanctions, très probablement. Les sanctions individuelles, mais probablement aussi des sanctions économiques, mais avec lesquelles l'Europe est extrêmement prudente. Elle reste le premier partenaire commercial de la Russie, avec 42% du volume des échanges commerciaux. Elle est dépendante en matière énergétique, comme on a vu. Et le feedback, en fait, l'effet de retour sur les compagnies européennes et les États européens peut être aussi extrêmement fort. Donc le but est de marquer le coup, mais sans se faire mal non plus. Quelles sont les perspectives aujourd'hui pour l'Ukraine d'une éventuelle future adhésion à l'Union européenne, elle qui a déjà un accord d'association depuis 2014 ? Avec le temps, il y a une promesse, mais aucune date d'adhésion. Les Ukrainiens, d'ailleurs, sont demandeurs qu'on leur ouvre les perspectives, bien évidemment, qu'on fixe une sorte de feuille de route pour pouvoir y aller. Les craintes aujourd'hui de la Russie, c'est que même si l'Ukraine n'est pas formellement membre de l'OTAN, que l'OTAN, quand même, renforce suffisamment les liens pour que l'Ukraine devienne, comme on dit, une sorte de porte-avions otanien, pas loin des frontières russes. Ça, c'est la grande crainte. Avec l'Union européenne, les choses sont beaucoup plus avancées. On n'a pas non plus la date de l'adhésion, mais on a l'accord d'association, on a un régime sans visa, on a un accord de libre-échange. Donc il y a une feuille de route très claire que l'Ukraine suit sur le chemin des réformes et en échange, elle bénéficie des aides de l'Union européenne ainsi que du Fonds monétaire international. Avec ses oligarques, sa corruption, parfois même le crime organisé, l'Ukraine n'est-elle pas, par bien des aspects, un partenaire infréquentable pour l'Union européenne? Est-ce qu'on peut vraiment parler d'un état de droit, y compris au plan judiciaire? Les Ukrainiens sont les premiers à reconnaître ces problèmes. Et ils mettent en place des institutions et les lois nécessaires pour lutter contre les phénomènes. Là, on peut citer plusieurs exemples, notamment une loi récente anti-oligarque que le président Vladimir Zelensky a fait passer. Elle a fait certains progrès. Et il en a encore plus à faire, et l'Ukraine le sait. Et la société ukrainienne, qui est extrêmement active, demande par exemple à l'Occident, à tout visiteur occidental qui passe, de faire pression sur le gouvernement ukrainien pour qu'il ne lâche rien en matière de lutte contre la corruption. Ça reste une blessure, en tout cas, pour nombre d'Ukrainiens. Une sidération pour les Européens aussi, qui n'en croyaient pas Vladimir Poutine capable. Le rattachement de la Crimée au territoire russe en 2014 a créé une véritable fracture entre Moscou et le reste de l'Europe. Retour sur ces images, c'était à l'occasion des célébrations du 9 mai, date à laquelle les Russes commémorent la victoire sur l'Allemagne nazie. Pour l'occasion, Vladimir Poutine s'était rendu à Sébastopol, dans cette Crimée tout juste annexée. Devant le port de Sébastopol, une dizaine de navires rangés comme au garde-à-vous. La mise en scène a un objectif, célébrer Vladimir Poutine comme un chef de guerre victorieux. Nous célébrons aujourd'hui le 69e anniversaire de la Grande Guerre patriotique contre l'ennemi. Cette phrase renvoie à la résistance de Sébastopol face au bombardement nazi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais l'amalgame est vite fait. La Crimée, victorieuse en 1945, le serait à nouveau en 2014. Voilà comment Vladimir Poutine justifie son rattachement. 2014 restera dans l'histoire comme l'année où les gens qui viennent ici ont fermement fait le choix de la Russie. Des dizaines de milliers de personnes ont assisté à ce discours. Pour les Russes, la Crimée fait désormais partie intégrante de leur pays. Pour le reste du monde, cette annexion d'un territoire ukrainien est illégale. Quelques heures plus tôt, l'homme fort du Kremlin avait présidé le traditionnel défilé de Moscou. 11 000 soldats mobilisés pour cette exaltation du patriotisme. C'est un jour où nous ressentons de manière très aiguë ce que cela signifie d'être fidèle à sa patrie.
et combien il est important de servir ses intérêts. Ces démonstrations de force servent la stratégie de Vladimir Poutine. Montrer au monde la puissance de la Russie. Hier, pour répondre symboliquement à des manœuvres de l'OTAN, le numéro 1 russe a fait tester des missiles intercontinentaux. Les plus puissants ont atteint un terrain vierge au Kamchatka, une presqu'île russe à 8000 km de Moscou, c'est-à-dire que ces missiles pourraient atteindre les États-Unis. Ce qu'on vient de voir sur ces images, Tatiana Kastueva-Jean, fut vécu par beaucoup comme un fait accompli. Pourtant, nombre de Russes considèrent, eux, la Crimée sous pavillon ukrainien comme une erreur de Nikita Khrouchtchev que Vladimir Poutine aurait simplement réparée. Absolument, c'est tout à fait la perception russe. On ne parle pas d'ailleurs de l'annexion de la Crimée, on parle de la réintégration, du retour de la Crimée à la mère patrie. Au fond, on peut le voir même dans la littérature russe post-soviétique ou dans certains films cultes. On parle de la Crimée comme d'une grande perte et d'une erreur qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Donc, en effet, c'est un sentiment qui est très présent. Et par ailleurs, en fait, la Crimée était, même quand elle était ukrainienne avant 2014, l'influence russe était extrêmement forte. Il y avait une université russe, évidemment il y avait la flotte de la mer Noire, donc la présence de beaucoup de marins qui se sont intégrés dans cette ville-là. Donc la Russie n'a jamais perdu une influence sur cette région-là. C'est pour ça que c'est un cas très unique. Et la Russie a pu annexer ce territoire sans un seul coup de fusil. Cette intégration, comme disent les Russes, de la Crimée, beaucoup prêtent à Vladimir Poutine le souhait d'en faire de même avec le Donbass. Il se dit que la Russie aurait distribué des passeports pour changer le rapport de force des nationalités sur le terrain, créer un nouveau fait accompli. Qui croire ? Très honnêtement, je ne crois pas que Vladimir Poutine a besoin d'annexer le Donbass. Je pense même que le Donbass lui est plus utile, les partis séparatistes, je veux dire, lui est beaucoup plus utile au sein de l'Ukraine. Car dans les accords de Minsk, s'ils sont remplis à la lettre, des députés de cette région-là qui vont avoir un statut autonome iront à la Rada et pourront bloquer toute décision qui serait considérée comme contraire aux intérêts russes. Donc, moi, je dis c'est une région qui est plus utile à Vladimir Poutine au sein de l'Ukraine qu'en étant annexée qu'au sein de la Russie même. Merci Tatiana Kastueva-Jean. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans 3 semaines, juste après les fêtes de fin d'année. Le temps pour moi donc de vous souhaiter d'excellentes fêtes en famille. Cette émission, vous pourrez la retrouver sur nos sites internet france24.com et franceinfo.fr. Très bonne fête de fin d'année à vous.